Chers étudiants, bonjour. Après avoir présenté la phase d'élaboration du projet de loi de finances, élaboration qui comprend 3 étapes, l'étape de programmation, l'étape de consultation et l'étape d'élaboration et d'arbitrage, après avoir précisé les dates à respecter en matière d'élaboration, nous allons centrer l'attention durant cette séance sur la question de l'adoption de la loi de finances. Alors, l'adoption de la loi de finances passe par 3 phases, comprenant 3 périodes. Donc il y a 3 phases, comprenant 3 périodes. À chaque phase correspond une période. La première période, c'est celle qui s'inscrit avant le 20 octobre de l'année N-1. Supposons que nous sommes en train de préparer un projet de finances pour l'année N. Donc, la première période, c'est avant le 20 octobre de l'année N-1. Deuxième période, c'est le 20 octobre de l'année N-1. Et la dernière période, troisième et dernière, c'est la période qui va du 20 octobre jusqu'au 31 décembre de l'année N-1. Commençons par la première période, avant le 20 octobre de l'année N-1. Elle concerne des délibérations, des orientations générales du projet de loi de finances par le Conseil des ministres, passant par l'adoption de ce texte par le Conseil du gouvernement. Donc il y a délibération des orientations, aussi bien par le Conseil des ministres qui est présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que par le Conseil du gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Donc, une étape fondamentale. Avant que le projet ne soit déposé au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des représentants, il faut qu'il y ait délibération des orientations générales desquelles nous avons parlé la séance précédente. Bien sûr, orientations qui sont contenues dans la lettre d'orientation du chef du gouvernement, et ces orientations sont basées sur différents cadres, dont notamment les discours et messages du roi Mohammed VI, mais aussi les déclarations du chef du gouvernement. Donc ces orientations font l'objet de délibérations au niveau à la fois du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement. Ça, c'est pour la première période. Pour la deuxième période, qui est le 20 octobre au plus tard. Qu'est-ce qui se passe le 20 octobre? Qu'est-ce qui doit se produire le 20 octobre? Il faut qu'il y ait dépôt au bureau de la Chambre des représentants pour une durée de 30 jours pour examen et vote du projet de loi de finances. Le projet de loi de finances doit être déposé au bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre pour une durée de 30 jours pour examen et vote. Donc 2 choses. Le Parlement, Chambre des représentants, va examiner et voter. Mais la durée, c'est 30 jours. Période sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Quelle est l'appui juridique de cette période? C'est l'article 48. Selon l'article 48 de la loi organique relative à la loi de finances, le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. C'est une date butoir. Donc, c'est pour cela que la préparation du projet de loi de finances est entamée dès le premier mois de l'année budgétaire en cours. On l'avait dit, c'est avant, il y a cette circulaire du chef du gouvernement qui est envoyée avant le 15 mars pour l'année 2020 en perspective de la préparation du projet de loi de finances 2021. Elle a été envoyée le 11 mars 2020. Donc le processus budgétaire, comme on l'a dit, est un processus qui est donc qui concerne une période très longue. Alors, ce projet a été déposé au bureau de la Chambre des représentants, mais pour une durée de 30 jours. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment est structuré le corps du projet de loi de finances?
ce texte de loi, ce document qu'on appelle projet de finances, qu'est-ce qu'il contient? La réponse à cette question se trouve dans l'article 36 de la loi organique relative à la loi de finances. De la loi organique relative à la loi de finances. Selon cet article 36, le corps de la loi de finances ou du projet de loi de finances comprend deux parties. Une première partie qui concerne les données générales de l'équilibre financier, les données générales de l'équilibre financier. Rappelez-vous que l'équilibre est un principe fondamental en matière budgétaire. Mais l'équilibre n'est jamais, presque jamais réalisé, en règle générale, en raison de l'importance des dépenses et de l'incapacité des ressources à couvrir ces dépenses. Alors, cette première partie, qui est relative et afférente aux données générales de l'équilibre financier, se compose d'un ensemble d'éléments. Premier élément, des dispositions relatives aux recettes publiques. Les recettes publiques, comme on le sait, et les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les recettes d'emprunt, peut-être les recettes telles que les dons et legs. Alors, ces dispositions relatives aux recettes publiques concernent précisément l'autorisation de perception des recettes publiques et de l'émission d'emprunt. Donc, cette première partie est dans le premier élément, il y a une autorisation donnée au gouvernement de percevoir des recettes publiques et d'émettre des emprunts. Deuxième élément dans cette première partie concerne les dispositions relatives aux charges, aux dépenses. On sait bien qu'il y a trois sous-ensembles de loi de finances. Alors les charges et les dispositions relatives aux charges concernent ces trois sous-ensembles. D'abord, le budget général de l'État, comme on l'avait précisé précédemment. Il y a aussi les segments, donc les services de l'État gérés de manière autonome. Et troisième sous-ensemble, les comptes spéciaux du Trésor. Donc il faut qu'il y ait présentation des dispositions relatives aux charges de ces trois sous-ensembles. Troisième élément, dans cette première partie, concerne les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges de l'État. Dans cette première partie, un tableau d'équilibre est présenté de manière à faire ressortir l'intégralité des éléments de l'équilibre budgétaire et des besoins de financement. Donc il faut qu'il y ait une vue générale sur l'équilibre budgétaire et les besoins de financement. On sait bien que à chaque budget correspond un solde. Et lorsque le solde est négatif, c'est-à-dire lorsque les dépenses dépassent les recettes, on est dans un déficit. On est dans un besoin de financement qu'il faut couvrir. Mais lorsque les recettes ordinaires, qui se composent de recettes fiscales et non fiscales, n'arrivent pas à couvrir les dépenses publiques, l'État doit faire appel à l'emprunt. C'est à ce titre, et en donnant l'exemple, et en prenant l'exemple de la loi de finances 2020, qui a à la fois l'article 43, qui concerne les emprunts extérieurs, et l'article 44, qui concerne les emprunts intérieurs. Ainsi, si je prends l'exemple de la loi de finances 2020, l'article 43 de cette loi dispose, et je cite, le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d'emprunts et de tout autre instrument financier à l'étranger pendant l'année budgétaire 2020. Donc, l'article 43 donne l'autorisation au gouvernement d'émettre des emprunts à l'étranger et de tout autre instrument financier. Le but, bien sûr, c'est de couvrir les charges et donc de couvrir le besoin de financement. Ça, c'est pour l'article 43. Pour l'article 44, pour couvrir pendant l'année budgétaire 2020 l'ensemble des charges du Trésor, le gouvernement est autorisé à procéder au financement par l'émission d'emprunts intérieurs et le recours à tout autre instrument financier. Donc, en vertu de l'article 44, le gouvernement est autorisé à procéder au financement de ce besoin par emprunt intérieur et par tout autre instrument
financiers. Donc ça, c'est le troisième élément de la première partie du corps de la loi de finances. Il faut noter que le recette d'emprunt à moyen et long terme prévu par la loi de finances 2020, en vertu de l'article 43 et 44, sont comme suit. Donc c'est ce qu'on avait prévu pour 2020. On avait prévu à titre d'emprunt intérieur 66,2 milliards de dirhams d'emprunt intérieur. Et à titre d'emprunt extérieur, on avait prévu 31 milliards de dirhams. C'est-à-dire que le gouvernement, en vertu de la loi de finances 2020, est autorisé à émettre des emprunts intérieurs de l'ordre de 66,2 milliards de dirhams et à titre d'emprunt intérieur, donc des émissions de 31 milliards de dirhams. À ce titre, il y a une petite remarque à faire. Vu la situation exceptionnelle dans laquelle évoluent les finances publiques en 2020, en raison des effets de la pandémie du coronavirus, Covid-19, en raison de ces effets, notamment sur les finances publiques, il y aura baisse des recettes fiscales, mais aussi sur les réserves de change. Il y a un projet de loi qui a été soumis au Conseil du gouvernement pour autoriser le ministre chargé des Finances à dépasser le plafond prévu par la loi de finances en matière de financement extérieur, soit 31 milliards de dirhams. Donc l'article 43 qui donnait l'autorisation d'un plafond d'emprunt extérieur de 31 milliards, donc va être révisé. Donc on va autoriser le ministère des Finances à dépasser ce plafond en raison de cette situation exceptionnelle, situation qui va peut-être entraîner une baisse des réserves de change. On sait bien que les réserves de change dépendent des exportations, des recettes d'exportation, des recettes du tourisme, des transferts des Marocains résidents à l'étranger, mais aussi des opérations d'investissement direct étranger. En raison des effets de la pandémie, peut-être que ces différentes sources d'approvisionnement en matière de devises vont baisser. Précisons que les réserves de change vont certainement régresser, comme je viens de le dire, en raison de la conjugaison de plusieurs facteurs. Donc, on est en train de réviser l'article 43. Donc, ces facteurs sont, je le répète, la baisse des recettes d'exportation, la baisse des IDE, la baisse des recettes du tourisme, mais aussi la baisse des transferts des Marocains résidents à l'étranger. Donc voilà pour la première partie du corps de la loi de finances qui concerne des données générales sur l'équilibre financier. La deuxième partie du corps de la loi de finances est focalisée sur les moyens de service. Alors cette partie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle arrête, par chapitre, les dépenses du budget général, 2, par service, les dépenses des services de l'État gérées de manière autonome, et 3, par contre, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Globalement, si on voit les choses d'une manière très simple, le corps de la finance comprend une première partie centrée sur les ressources, une deuxième partie centrée sur les dépenses, ou sur les moyens de service. Alors cette deuxième partie présente le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire suivante, ainsi que le montant des crédits de paiement et des crédits d'engagement au titre des dépenses d'investissement. Donc vous voyez là que nous utilisons de nouveaux concepts. Les crédits ouverts, c'est les enveloppes budgétaires donc dont sont pourvus un ensemble de départements ministériels, mais aussi les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui concernent les dépenses d'investissement sur lesquelles nous reviendrons très très prochainement. Alors, si le projet de loi de finances comprend deux parties, une partie qui concerne globalement les recettes, une deuxième partie qui concerne globalement les dépenses, ce document n'est pas suffisant pour enrichir le débat budgétaire, pour enrichir les discussions entre le gouvernement d'un côté et le Parlement de l'autre.
Rappelons ici l'un des piliers de la bonne gouvernance et donc des réformes budgétaires entreprises au Maroc, à savoir la transparence. Il n'y a de transparence que s'il y a l'information nécessaire pour expliquer les différentes dispositions contenues dans le projet de loi de finances. Informations qui vont permettre aussi de rendre compte, parce qu'il n'y a pas de reddition des comptes, sans qu'il y ait une information claire, suffisante, mais aussi une information sincère. Une information sincère. Alors, pour éclaircir le projet de finances, et selon la loi organique relative à la finance, ce projet est accompagné d'un ensemble de documents. Un ensemble de documents. Premier document, une note de présentation de la loi de finances comportant des données concernant les investissements du budget général ainsi que les impacts financiers et économiques des dispositions fiscales et douanières proposées. C'est une note de présentation établie par le ministre chargé des Finances. Deuxième document, le rapport économique et financier. Donc, le projet de finances est aussi accompagné d'un rapport économique et financier. Troisième document, un rapport sur les établissements et entreprises publiques. Les établissements et entreprises publiques, on sait bien qu'il y a un lien entre ces établissements et entreprises publiques et le budget de l'État, dans la mesure où il y a soit des transferts du budget vers ces établissements et entreprises, soit qu'il y a des transferts entre de l'entreprise établissement public vers le budget de l'État. Quatrième document, c'est un rapport sur les services de l'État gérés de manière autonome. Cinquième rapport, le rapport sur les comptes spéciaux du Trésor. Sixième document, le rapport sur les dépenses fiscales. Alors les dépenses fiscales, c'est l'ensemble des exonérations fiscales accordées aux différents compartiments de l'économie nationale. Il faut donc qu'il y ait un rapport sur les bénéficiaires, donc sur les montants de ces exonérations, mais aussi sur les bénéficiaires de ces exonérations. Septième document, un rapport sur la dette publique. Donc on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a déficit, on s'endette. Lorsqu'il y a dette, il faut qu'il y ait une information sur l'évolution de la dette. Nous reviendrons sur cela dans le dernier chapitre. Huitième document, un rapport sur le budget axé sur le résultat tenant compte de l'aspect genre. Nous avions dit que l'une des finalités de l'action de l'État par les finances publiques, c'est de réduire les disparités, dont notamment les disparités touchant le genre. Neuvième document, le rapport sur les ressources humaines. Dixième document, un rapport sur la compensation. On sait bien que le budget de l'État supporte la compensation, les dépenses de compensation touchant un ensemble de biens, dont notamment le gaz butane, la farine et bien sûr le sucre. Bien sûr, le carburant a été décompensé. Il est nécessaire que l'on établisse un rapport sur ce budget de compensation. Onzième document, une note sur les dépenses relatives aux charges communes. Le deuxième document, le 12e document, c'est un rapport sur le foncier public mobilisé pour l'investissement. Et le 13e document, c'est une note sur la répartition régionale de l'investissement. C'est aussi un document très important dans la mesure où il essaie de nous montrer dans quelle mesure il y a ce qu'on appelle une égalité dans l'effort d'investissement public à travers les régions du Royaume du Maroc. Donc, le projet de loi de finances a un corps qui se compose de deux parties, mais c'est un document qui reste insuffisant pour donner une information claire, sincère. Il faut donc l'accompagner d'un ensemble de documents. Il y en a 13 documents qui accompagnent le projet de loi de finances dans le but de rendre le débat plus riche et plus intéressant. Le projet de loi de finances de l'année peut être également accompagné d'un rapport sur les comptes consolidés du secteur public. Alors,
Une fois le projet de finances est établi, une fois le projet de finances prend corps, il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des représentants. On sait bien qu'au sein de la Chambre des représentants, comme au sein de la Chambre des conseillers, il y a des commissions permanentes. Dont notamment, l'une des commissions permanentes, c'est la commission chargée des finances. C'est cette commission chargée des finances qui va examiner le projet de loi de finances. La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publiques soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'État est présentée pour information. Donc on présente aussi pour information la programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que la programmation des établissements et entreprises publiques soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées. Selon l'article 49 de la loi organique relative à la loi de finances, la Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de finances de l'année dans un délai de 30 jours suivant la date de son dépôt, c'est-à-dire à partir du 20 octobre, la Chambre des représentants doit se prononcer dans un délai qui est fixé, c'est 30 jours. 30 jours. Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. Donc, une fois ce délai terminé, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers, c'est-à-dire dépose le projet de loi au niveau de la Chambre des conseillers. Soit que le texte est adopté, soit qu'il est modifié par un ensemble d'amendements qui sont votés par la Chambre des représentants. Donc il y a un délai à respecter. Une fois le délai passé, le gouvernement saisit la Chambre des représentants du texte adopté. Alors, qu'en est-il pour la Chambre des conseillers? Alors, si la Chambre des représentants doit se prononcer dans un délai de 30 jours, la Chambre des conseillers doit se prononcer sur le projet dans un délai de 22 jours suivant sa saisie ou son dépôt. Donc, 30 jours pour la Chambre des représentants, 22 jours pour la Chambre des conseillers. Alors, lorsque la Chambre des conseillers examine le projet de finances dans le délai qui est précisé, 22 jours, la Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers, parce que la Chambre des conseillers peut apporter des modifications au projet de finances. Donc, lorsque le projet revient à la Chambre des représentants, la Chambre des représentants va examiner ces amendements votés et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai n'excédant pas 6 jours. Donc, 30 jours, 22 jours, 6 jours. Alors, donc, le projet de finances est déposé par priorité au niveau de la Chambre des représentants, examen pendant 30 jours, passé ce délai, on passe à la Chambre des conseillers, examen pendant 22 jours, puis le projet de loi de finances revient à la Chambre des représentants et il doit être examiné pendant un délai ne dépassant pas 6 jours. Alors maintenant, comment s'effectue le vote de la loi de finances? Comment s'effectue le vote de la loi de finances? Selon l'article 52 de la loi organique relative à la loi de finances, la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, on a dit la seconde partie concerne les charges, ne peut être soumise au vote de l'une des deux chambres du Parlement avant le vote de la première partie. C'est-à-dire, il faut voter la première partie qui concerne les ressources publiques, donc l'équilibre financier, avant de voter la deuxième partie qui concerne les charges publiques. Alors, la seconde partie ne peut être soumise au vote de l'une des deux chambres du Parlement avant le vote de la première partie. Dans le cas où la première partie est rejetée,
Si la première partie est rejetée, celle qui est relative à l'équilibre financier et aux ressources publiques, la seconde partie ne peut être soumise au vote. Ne peut être soumise au vote. C'est-à-dire que le rejet de la première partie par l'une des deux chambres du Parlement est considéré comme rejet du projet dans son ensemble par la même chambre. Une fois la première partie n'est pas adoptée, cela signifie que le projet dans son ensemble est rejeté. En cas de rejet du projet par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants est saisie pour examen dans le cadre de la deuxième lecture du texte rejeté par la Chambre des conseillers. Il se peut que la Chambre des conseillers rejette le projet de loi de finances. Donc, on va saisir la Chambre des représentants pour une deuxième lecture de quoi? Du texte rejeté par la Chambre des conseillers. Il faut rappeler à ce titre que selon l'article 56 de la loi organique relative à la loi de finances et conformément au deuxième alinéa de l'article 77 de la Constitution, le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. On en a parlé précédemment. Toute proposition qui entraîne soit une augmentation des dépenses et ou une baisse des recettes est irrecevable, je ne cesserai jamais de le répéter, selon l'article 56, conformément au deuxième alinéa de l'article 77 de la Constitution. Mais là, une question fondamentale se pose. Et si le projet de loi de finances n'est pas adopté le 31 décembre de l'année N-1? C'est une question fondamentale. On sait bien que l'État ne peut procéder au recouvrement des recettes et à l'exécution des dépenses que si ce gouvernement reçoit autorisation parlementaire à travers la loi de finances. Mais si la loi de finances n'est pas votée, si le projet de finances n'est pas voté, n'est pas adopté, le 31 décembre à minuit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'État ne va pas cesser de fonctionner. L'État va continuer parce qu'il y a la continuité du service public. Alors, la réponse à cette question se trouve dans l'article 50 de la loi organique relative à la loi de finances. L'article 50 de la loi organique relative à la loi de finances. Que dit l'article 50? L'article 50 dit, et je cite, conformément à l'article 75 de la Constitution, si la loi de finances de l'année n'est pas votée le 31 décembre ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour constitutionnelle, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics. Donc, il y a une solution. C'est que le gouvernement va ouvrir par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. C'est-à-dire qu'on prend en considération dans ce décret, dans ce décret qui va ouvrir les crédits nécessaires, on prend en considération les propositions nouvelles qui sont contenues dans le projet de loi de finances. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant, à l'exception, bien sûr, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. C'est-à-dire que si le projet de finances propose une suppression de recettes, cette recette sera supprimée et ne sera pas exécutée et ne sera pas perçue. Mais les recettes, en général, vont continuer à être perçues, à l'exception des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de finances. Alors, il y a des recettes pour lesquelles on prévoit une diminution de taux. Alors, quelle est si vous voulez, la solution? Quand on a dans le projet de loi de finances une prévision de diminution de taux pour une recette, ces recettes seront perçues au nouveau taux proposé. Donc, deux choses. Donc, on continue à percevoir les recettes, mais on supprime les recettes qui sont proposées, mais aussi on perçoit les recettes en fonction du nouveau taux proposé. Ces dispositions relatives aux recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles le dit projet prévoit une diminution de taux sont reprises dans un décret. Il faut qu'il y ait un décret pour mettre le point sur ces dispositions concernant à la fois la suppression de recettes,
la suppression de recettes qui est proposée ou la diminution de taux qui est proposée. Alors, une fois la loi de finances entre en vigueur, il est mis fin à l'application des 10 décrets. Donc les décrets prennent fin une fois la loi de finances entre en application. Alors maintenant, ça c'est pour la loi de finances initiale. Nous avons vu comment cette loi de finances est adoptée. Il y a des délais, donc des périodes à respecter. Alors, une loi de finances qui a un corps, mais il y a donc des détails qu'il faut prendre en considération, tels que la non-adoption de la loi de finances le 31 décembre de l'année en cours. En cas de loi de finances rectificative, quel est le processus à suivre? On sait bien que la loi de finances rectificative est possible en cas de changement de majorité, mais aussi en cas de changement radical des éléments de conjoncture sur lesquels a été basé donc l'établissement du projet de finances. La réponse à cette question se trouve dans l'article 51 de la loi organique relative à la loi de finances. Le projet de loi de finances rectificative est voté par le Parlement dans un délai n'excédant pas 15 jours après son dépôt par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des représentants. Donc, une fois le projet de loi de finances rectificative est déposé, il doit être voté dans un délai ne dépassant pas 15 jours. La Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de finances rectificative dans un délai de 8 jours suivant la date de son dépôt. Donc, il y a 15 jours, donc 8 jours pour la Chambre des représentants. Dès le vote du dit projet ou à l'expiration du délai prévu, donc le gouvernement saisit la Chambre des représentants du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant, par les amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. Alors la Chambre des conseillers se prononce sur le projet dans un délai de 4 jours suivant sa saisie. Alors la Chambre des représentants examine à nouveau les amendements votés par la Chambre des conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances rectificative dans un délai n'excédant pas 3 jours. Alors, nous avons au total 15 jours, donc la loi de finances rectificative est votée par le Parlement, c'est-à-dire à travers ces deux chambres, dans un délai n'excédant pas 15 jours. 8 jours pour la Chambre des représentants, 4 jours pour la Chambre des conseillers et 3 jours supplémentaires lorsque la Chambre des représentants va réexaminer le projet de loi de finances rectificative. En rapport avec la circulaire du 11 mars 2020 et concernant la préparation des propositions relatives à la programmation budgétaire triennale, appuyée par des objectifs et des indicateurs de performance, donc sur plan concret, le gouvernement prévoit, je parle de 2021, et pour la programmation budgétaire triennale 2021-2023, de réaliser un taux de croissance de 4,1% durant cette période, de contenir l'inflation à moins de 2% et de limiter le déficit budgétaire à 3% en moyenne du PIB. Sur le plan concret, bien sûr, toutes ces dispositions doivent permettre à l'État d'intervenir et donc de réaliser un ensemble d'objectifs sur lesquels aussi on reviendra lorsqu'on va présenter la loi de finances 2020 dans le dernier chapitre. Donc voilà, cette séance a été réservée à la question de l'adoption de la loi de finances. Nous avons essayé de montrer le contenu de ce projet de loi de finances. Nous avons montré bien sûr les étapes par lesquelles passe la discussion et le vote du projet de loi de finances. Donc la séance prochaine sera réservée à l'exécution de la loi de finances, l'exécution à la fois des dépenses publiques et des recettes publiques. Merci pour votre attention.